Abdoulaye, merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce matin. La bombe promise par Mahmoud Abbas n'a pas explosé, du moins pas encore. Le président palestinien a annoncé hier depuis la tribune des Nations Unies la fin des accords d'Oslo, précisant qu'Israël devra désormais assumer ses responsabilités de puissance occupante. Concrètement, qu'impliquent ces déclarations? Décryptage dans un instant. La réponse d'Israël a été laconique. Il s'agit de déclarations mensongères pour Jérusalem. Binyamin Netanyahou détaillera sa position ce soir, lui aussi depuis la tribune des Nations Unies. Alors à quoi faut-il s'attendre? On tente d'y répondre. Alors que la Russie a frappé pour la première fois en Syrie, la polémique enfle sur la cible visée par Moscou. Il ne s'agirait pas de terroristes de Daesh, mais bien d'opposants à Bachar al-Assad. En France, cette question, la présidentielle de 2017 sonnera-t-elle le glas des 35 heures après Emmanuel Macron à gauche? C'est au tour de Nicolas Sarkozy à droite de dégainer. Pour lui, il faut absolument s'en exonérer. Analyse dans un instant. Enfin, si vous êtes stressé, oubliez le yoga ou la méditation. Ouvrez plutôt votre catalogue Ikea. Des phrases à la zénitude assurée, des images édulcorées. Restez avec nous, on vous expliquera comment faire en fin d'édition. Bienvenue à tous. Le président palestinien a donc tenté hier soir, depuis la tribune de l'ONU, de remobiliser la communauté internationale sur la question palestinienne. Dans un discours ambigu, il a annoncé que l'autorité palestinienne ne se sentait plus liée par les accords signés avec Israël. Quelques instants plus tard, victoire politique beaucoup plus claire. Le drapeau palestinien flotte pour la première fois sur le fronton des Nations Unies, résumé en images signées Océane Nicole. Il avait promis de lâcher une bombe diplomatique à l'occasion de son discours à l'ONU. C'est désormais chose faite. Ce mercredi, Mahmoud Abbas s'est exprimé à New York. Il a annoncé la suspension des accords d'Oslo. Signés en 1993 par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, ces accords historiques avaient pour but de résoudre le conflit israélo-palestinien. Israël ne nous laisse pas le choix que d'insister sur le fait que nous ne serons plus les seuls à respecter ces accords, tandis qu'Israël continue de les enfreindre. Nous déclarons que nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords et qu'Israël doit assumer pleinement toutes ses responsabilités de puissance occupante. Reconnaître l'État de Palestine, telle est la volonté de Mahmoud Abbas. Au pupitre des Nations Unies, il a également affirmé que la Palestine devrait être reconnue comme un État à part entière. Le président de l'autorité palestinienne a notamment évoqué les énormes sacrifices consentis par les Palestiniens, ainsi que leur patience au cours de toutes ces années de souffrance et d'exil. Mahmoud Abbas a également appelé tous les pays qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître l'État de Palestine. Juste après son discours, il s'est rendu au lever des couleurs palestiniennes au siège de l'ONU pour la première fois dans l'histoire de l'institution internationale. Un jour d'émotion et de fierté selon les mots du président. Le drapeau palestinien a été hissé aux côtés des 193 autres pays membres. Un événement hautement symbolique qui faisait la joie des Palestiniens ce mercredi. Et on prend précisément la direction de Ramallah où on retrouve notre correspondant Mathias Inbar. Bonjour, comment a été accueilli sur place le discours du président palestinien? Bonjour Barbara. Eh bien, le président palestinien Mahmoud Abbas avait promis une bombe pour les Palestiniens. Il ne s'agissait que d'un feu d'artifice amateur. Alors les mots sont durs, mais ici, Barbara, nous sommes à la place centrale de Ramallah, la place des Lions, lieu central de Ramallah, et rien ou presque ne rappelle, ne mentionne le discours de Mahmoud Abbas. L'autorité palestinienne avait demandé aux Palestiniens, aux habitants de Ramallah, de mettre des drapeaux sur leurs voitures. Finalement, qu'une seule voiture, nous n'avons vu qu'une seule voiture portant ce drapeau. Alors certes, Mahmoud Abbas a lancé des menaces contre Israël, mais elles étaient sans consistance pour la presse palestinienne, pour les habitants, pour les Palestiniens. Elles sont restées sans décision, sans acte concret. Finalement, Mahmoud Abbas perd sa cote de popularité, même au sein de son propre camp. Alors si, côté politique, eh bien, le Fatah a salué son parti, le parti de Mahmoud Abbas, a salué le discours du président palestinien.
du côté du Hamas et du djihad islamique, ses principaux rivaux. Eh bien, rien de nouveau a été annoncé du côté de Mahmoud Abbas. Pire, il cite un proverbe égyptien qui dit « J'aime tes mots, mais je commencerai à te croire lorsque tu agiras ». Pour être tout à fait complet, eh bien, Al-Quds, le principal quotidien palestinien, rappelle que l'administration américaine n'a même pas daigné commenter le discours de Mahmoud Abbas après sur la tribune des Nations Unies. Merci beaucoup Mathias Inbar depuis Ramallah. Et on prend tout de suite la direction de Jérusalem où on vous retrouve Daniel Haïk à la présidence du Conseil pour tenter de comprendre comment on réagit à ce discours à Jérusalem. Quelles ont été les déclarations officielles ? Eh bien écoutez Barbara, les condamnations sont quasiment unanimes. Il y a d'abord la condamnation de la part du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui est donc à New York. Binyamin Netanyahou qui est très en colère et qui a qualifié ce discours de mensonger et d'incitateur au malheur au Moyen-Orient. On a rappelé dans l'entourage du Premier ministre que Israël faisait tout pour maintenir le statu quo sur le mont du Temple, comme il en avait pris l'engagement auprès des autorités du Waqf musulman et des Jordaniens. Et puis alors dans la classe politique israélienne, il y a, on peut dire, une forte condamnation au sein du gouvernement avec Naftali Bennett qui a accusé Mahmoud Abbas de réécrire l'histoire. Condamnation de Gilad Ardan qui s'est étonné sur Twitter de voir que après un discours comme celui prononcé par Mahmoud Abbas hier à l'ONU, eh bien il y a encore des leaders occidentaux et même des leaders israéliens qui continuent à considérer Abbas comme un leader pragmatique et modéré. Et puis il y a eu aussi des condamnations au sein de l'opposition avec Yitzhak Herzog, le leader du camp sioniste, et de l'opposition qui s'est offusqué en particulier de l'utilisation du terme d'apartheid par Mahmoud Abbas. Il a affirmé que ce genre de propos ne faisait que servir les extrémistes des deux côtés. Et même Yair Lapid, le leader du parti Yesh Atid au centre, lui a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un discours mais d'un tissu de mensonges de la part d'un homme qui, au lieu d'être un leader, a-t-il dit, eh bien, se conduisait comme le dernier des incitateurs. Le seul à avoir salué le discours, eh bien, c'est le leader de la liste arabe unifiée, Ahmed Eman Oudeh, qui a lui affirmé qu'Israël effectivement avait, selon lui, violé les accords d'Oslo et poursuivait, intensifié l'occupation dans les territoires. Daniel, à Jérusalem, comment est-ce qu'on analyse le discours et les déclarations de Mahmoud Abbas? Concrètement, elles vont impliquer quoi, ces déclarations dans l'entourage du président palestinien? On parle d'un transfert à court moyen terme des prérogatives de l'autorité palestinienne vers Israël. Est-ce qu'on l'entend de cette oreille à Jérusalem? Eh bien, écoutez, il est encore difficile pour le dire, mais on sent, en tout cas en Israël, que ce discours est un discours de dépit de la part de Mahmoud Abbas. C'est un peu le même discours qu'il avait prononcé l'année dernière à la tribune des Nations Unies, le même genre d'accusation. Et on a le sentiment qu'il y a d'une certaine manière peut-être même un double Mahmoud Abbas, un docteur Abbas et Mr Mahmoud qui pourrait, par exemple, d'un côté, vouloir tenter de reprendre un dialogue comme on en a eu l'impression au cours des dernières semaines, un dialogue direct avec Binyamin Netanyahou et d'un autre côté un homme qui sur la tribune de la communauté internationale des Nations Unies eh bien s'exprime avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de dureté envers l'État d'Israël. C'est donc un Abbas qui est on va dire désemparé, affaibli certes au sein de sa propre population, un Mahmoud Abbas que l'on ne considère plus côté israélien comme un véritable leader, mais un leader extrêmement affaibli. Merci beaucoup Daniel. Benyamin Netanyahou montera donc à la tribune ce soir pour répondre directement à Mahmoud Abbas. On tente un peu plus tard dans cette édition de savoir à quoi faut-il s'attendre. Et puis l'autre grand titre ce matin, ce sont ces frappes russes en Syrie. Moscou a lancé officiellement sa campagne militaire hier, alors que sa présence, vous le savez, sur le terrain était connue depuis plusieurs semaines. Seulement voilà, les Américains et les Français voient rouge. Poutine n'aurait pas frappé Daesh, mais bien des opposants à Bachar al-Assad. Maxime Pérez. Un premier point d'accord entre les États-Unis et la Russie. Les deux pays qui effectuent chacun des frappes aériennes en Syrie se sont accordés ce mercredi à New York. Une réunion d'urgence afin d'éviter tout incident entre leurs militaires et leurs aviations.
La première chose à faire est de faire en sorte que la coalition menée par les États-Unis et l'armée russe, qui exerce maintenant des opérations en Syrie à la demande du gouvernement, entre en contact et communique pour éviter les incidents. Nous voulons tous que la Syrie soit démocratique, unie et laïque, une Syrie qui accueille tous les groupes ethniques et confessionnels où les droits sont garantis. Les deux ministres se sont exprimés à la sortie du Conseil de sécurité, quelques heures après les premiers bombardements russes en Syrie. Ce sont les premières images des frappes aériennes russes. La cible, la ville rebelle de Talbissé, dans la province de Homs, l'une des premières localités à s'être soulevée contre le régime syrien. Plus d'une trentaine de morts ont été recensés. Moscou a annoncé avoir effectué 20 sorties aériennes et touché 8 cibles du groupe État islamique, détruisant notamment un des postes de commandement de l'EI. Russes et Américains devraient se rencontrer dans la journée afin de déterminer au plus vite l'espace militaire de chacun en Syrie. Bonjour, Jacques Neria, notre expert en questions militaires. Alors la question des cibles visées par Poutine demeure floue. Ce matin, ces premières frappes ont été qualifiées de contre-productives par John Kerry. La France est étonnée qu'elle n'ait pas directement ciblé Daesh. Est-ce qu'on peut en conclure qu'elle visait clairement des forces d'opposition et que cette campagne militaire russe vise à soutenir Bachar al-Assad tout simplement? Tout à fait. La réponse est dans votre question. La présence russe en Syrie sert uniquement à soutenir le régime de Bachar al-Assad. Les Russes ont déclaré très clairement que le régime syrien actuel, c'est un régime qui doit durer. Les Russes ont déclaré aussi qu'ils étaient pour la reconstitution de l'État-nation syrien, donc contre, je dirais, les nouvelles donnes d'effacement des frontières entre l'Irak et la Syrie. Donc en premier lieu, il faut tout simplement aider Bachar al-Assad à survivre. Comment aider Bachar al-Assad à survivre? Naturellement, en choisissant des cibles qui serviront à, je dirais, à fortifier les positions du régime syrien et surtout à redonner du poil à la bête. Donc les Syriens, le régime syrien est encouragé par le fait que les Russes ont commencé leur frappe contre des cibles de l'opposition. Pour l'instant, il n'y a aucune différence pour les Russes, que ce soit une opposition soi-disant légale ou révolutionnaire, ou bien des Daesh ou autres islamistes. Quelle différence y a-t-il entre, je dirais, ce sont des opposants à Bachar al-Assad dans tous les cas. Donc les cibles sont à choisir par les Russes. Alors dans le même temps, Jacques, les frappes de la coalition internationale se poursuivent, des frappes françaises, on l'a vu hier, des frappes américaines, britanniques. Est-ce qu'ils agissent de concert avec Moscou? Alors en principe, aujourd'hui, très clairement, les Russes ont annoncé aux Américains, un général est arrivé à l'ambassade américaine à Bagdad, leur a dit dans 1 heure, nous allons attaquer en Syrie, essayer de ne pas intervenir, de ne pas être dans l'espace aérien syrien. Ils veulent éviter tout accident. Tout à fait, finalement. ils veulent éviter tout accident. Donc le fait est là, c'est qu'aujourd'hui, suite à cet incident-là, Américains et Russes vont s'asseoir ensemble pour mettre sur place une coordination pour éviter d'incidents qui pourraient dégénérer entre l'alliance américaine et les Russes. Pour finir, est-ce que cette intervention russe en Syrie va être l'élément pivot qui va faire basculer l'issue de cette guerre? Il est très clair que l'acte russe est un acte modérateur pour la Syrie même, pour la Syrie de Bachar al-Assad. C'est je dirais une sorte de crème reconstituante. Le fait que les Russes ont commencé à agir sur place a tout simplement ajouté une donne sur le terrain qui n'existait pas pour l'instant, et surtout que les Russes ont dépassé les Américains et, je dirais, de ce fait-là, les ont laissés loin derrière. Jacques Neria, merci. En France, après la polémique suscitée par ses propos sur la France, pays de race blanche, eh bien la députée européenne Les Républicains, Nadine Morano, va se voir retirer son investiture pour les prochaines élections régionales. Explication, Léa Berdugo, on en parle juste après. Les multiples condamnations des membres de sa famille politique n'auront pas suffi. Ce mercredi matin, Nadine Morano maintient ses propos sur la race blanche. Qu'on me crucifie pour avoir cité les propos du général de Gaulle en me disant mais ce sont des écrits anciens. Dans ce cas-là, pourquoi sur le statut des réfugiés citons la convention de 1951 de Genève? Dans ce cas-là, pourquoi citons le texte sur la loi sur la laïcité qui date de 1905? Conséquence, son investiture pour les élections régionales sera retirée. C'est ce que souhaitait le président du parti, Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État avait déclaré lors d'une réunion de travail qu'il n'accepterait aucun dérapage. L'annonce a été officialisée par un communiqué de son parti. Ces derniers propos ne correspondent ni à la réalité de ce qu'est la France, ni aux valeurs défendues par les Républicains.
Pour que la décision soit effective, il faut que la Commission nationale d'investiture soit saisie, ce qui sera fait mercredi prochain selon le porte-parole du parti. La députée européenne n'a pas tardé à réagir. Elle a critiqué Philippe Richert, tête de liste pour les régionales dans le Grand Est. C'est un nul qui ne sait pas conduire sa campagne régionale. Elle s'en est également prise à Nicolas Sarkozy. Ce n'est même pas la peine qu'il songe à se présenter à la présidentielle, je le dézinguerai. Samedi dernier, Nadine Morano déclarait en citant le général de Gaulle que la France était un pays de race blanche. Ces propos ont été vivement condamnés par plusieurs membres des Républicains, dont Nathalie Kosciusko-Morizet, la numéro 2 du parti. La députée européenne a cependant reçu le soutien embarrassant de Jean-Marie Le Pen. Pour l'ancien président du Front National, elle a énoncé une évidence historique multiséculaire. Voilà. Rudy, on vient de le voir dans le sujet, Nicolas Sarkozy parle clairement d'un dérapage de la part de son ancienne ministre. Alors pourquoi il a mis autant de temps à sanctionner ? Bien, tout simplement parce qu'on touche là à un débat extrêmement vif, extrêmement crucial aussi chez les Républicains. Le débat, c'est jusqu'où peuvent-ils et jusqu'où doivent-ils aller dans la droitisation décomplexée. Comprenez, jusqu'où faut-il aller pour draguer les électeurs du Front National. Et c'est pour cela que Sarkozy a mis du temps à faire tomber le couperet, non pas par amitié par Nadine Morano, puisque on sait que depuis 2012, le torchon brûle entre l'ancien président et l'ancienne ministre. Non, il a mis du temps pour ne pas froisser un électorat qui pourrait être en accord avec ces propos de Nadine Morano, un électorat convoité par une certaine partie des Républicains. Alors c'est un jeu d'équilibriste qui est dangereux, auquel il faudrait arrêter de jouer selon certains, selon d'ailleurs NKM, numéro 2 du parti qui a des positions, on le sait, plus modérées, plus centristes. Elle s'exprimait mardi matin sur Europe 1 et justement elle parle du Front républicain face au Front national et de la position de son parti, et on sent justement la tension et le débat interne. Je vous propose de l'écouter. Il y a toujours dans des périodes de grands troubles des personnalités ou des moments ou des situations ou des débats dans lesquels les uns ou les autres peuvent se retrouver en situation de faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut être très fort et très ferme sur toutes ces convictions. Je pense que dans les périodes de grands troubles, les convictions doivent vraiment tenir la barre. Je ne renvoie pas dos à dos le PS et le Front National. Pour moi, c'est pas, il y a des... Il y a des ennemis, en quelque sorte, qui défigureraient la France. Et puis, il y a des adversaires politiques. J'ai aucune complaisance pour le Parti socialiste, qui, je trouve, fait du mal à la France, mais je ne les renvoie pas dos à dos. Je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Alors voilà pour ce jeu d'équilibriste délicat pour les Républicains qui va durer jusqu'en 2017 d'ailleurs. Autre question, quel avenir pour Nadine Morano ? En tout cas, le moins qu'on puisse dire ce matin, c'est que la rupture est définitivement consommée entre Nicolas Sarkozy et Nadine Morano. Alors vous l'avez entendu dans le sujet, elle a promis de le dézinguer s'il se présentait à la présidentielle. Elle qui, depuis les années 90, a été la fidèle parmi les fidèles et qui est souvent montée au créneau pour défendre Nicolas Sarkozy. Alors aujourd'hui, elle est isolée, c'est sûr, à part Christian Estrosi ou encore Lionel Lucas. Peu de ses camarades ont volé à son secours. François Fillon a lui gardé le silence. Mais pire encore, son soutien le plus net, on l'a dit, il s'appelle Jean-Marie Le Pen. C'est lui qui a approuvé ses propos, de quoi l'isoler encore plus au sein de son parti. Finalement, Nadine Morano pourrait être tout simplement la première victime collatérale de cette justement stratégie de droitisation du parti amorcée en 2009 par un certain Patrick Buisson qui trouvait Nadine Morano alors marrante. Voilà. Officiellement, le FN n'en veut pas, Nadine Morano. Merci beaucoup, Rudy. Allez, en politique, toujours, cette question, cette fois économique. La présidentielle de 2017 sonnera-t-elle le glas des 35 heures ? Après Emmanuel Macron à gauche, c'est au tour de Nicolas Sarkozy à droite de dégainer. Pour lui, il faut absolument s'en exonérer. La question de la sortie des 35 heures était d'ailleurs le point fort d'un rassemblement Les Républicains hier après-midi. Explication Océane Nicole. 15 ans après l'adoption de la loi Aubry, les 35 heures ne conquièrent plus grand monde. À droite, la position est claire, il faut absolument les supprimer. Et en tête du peloton, c'est Nicolas Sarkozy, le président du parti Les Républicains, qui mène la bataille. Toute entreprise qui souhaitera s'exonérer des 35 heures devra pouvoir le faire, soit avec l'accord des partenaires sociaux de l'entreprise, soit par un référendum au sein de l'entreprise. Les candidats à la primaire de droite sont tous du même avis. Alain Juppé ou encore François Fillon, tous s'accordent sur la suppression des 35 heures adoptée en 2000 sous le gouvernement Jospin.
Mais un problème demeure, le problème de la rémunération des heures supplémentaires. Fillon, le plus libéral, estime qu'il faut rester dans le cadre légal de la législation européenne, soit 48 heures de travail hebdomadaire. Le maire de Bordeaux souhaite, lui, une durée de référence de 39 heures par semaine, au-delà desquelles les heures supplémentaires seront déclenchées. Quant à Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand ou encore Bruno Le Maire, il n'est pas question pour eux que les salariés travaillent plus et gagnent moins. Le slogan phare de la campagne présidentielle de l'UMP en 2007 revient donc en force. Mais il n'y a pas qu'à droite que les 35 heures de Martine Aubry sont critiquées. Pour les socialistes aussi, cette loi divise et c'est le ministre de l'économie Emmanuel Macron qui fait trembler la gauche. À plusieurs reprises, il a clairement remis en question cette mesure à l'occasion de l'université du MEDEF en août dernier. Une position longtemps partagée par l'actuel Premier ministre. En 2011, Manuel Valls suggérait en effet de déverrouiller les 35 heures pour relancer productivité et croissance. La loi Aubry divise à droite comme à gauche et la bombe des 35 heures est encore loin d'être désamorcée. Alors vers la fin des 35 heures, c'est la question qu'on va poser à Franck Khalifa, économiste. Merci d'être avec nous. Alors à droite, on l'a vu comme à gauche, on s'accorde sur une chose, le bilan économique des 35 heures n'est pas bon. Mais la France va-t-elle réussir à en sortir? Oui, bonjour Barbara. Effectivement, avec ce problème des 35 heures se pose un problème crucial. En fait, deux écoles s'affrontent. Il y a ceux qui pensent que c'est le partage du temps de travail, la réduction du temps de travail qui va amener davantage d'heures de travail. Donc, et il y a ceux qui pensent qu'il faut effectivement plutôt laisser plus de flexibilité au marché du travail. Et c'est sur ce point-là que le ministre Macron, effectivement, a posé le problème. Mais là, il touche un problème beaucoup plus crucial. Il touche le problème du rapport du salarié français au travail. Et là, il faudrait effectivement remonter à des temps plus lointains pour voir que ce rapport-là est un rapport qu'il faut repenser. Et le système économique français a du mal à repenser son système au niveau de la législation. Malheureusement, la connexion n'est pas très bonne. On va devoir s'arrêter là. Franck Khalifa, merci d'avoir été avec nous. C'est une question en tout cas qui va continuer d'être posée pendant les prochains mois. On aura l'occasion d'y revenir. Autre chiffre à présent, il est important. En France, près d'1 million de véhicules Volkswagen ont été équipés ces dernières années du fameux logiciel Trucker. C'est la filiale française du constructeur allemand qui l'a annoncé hier. Alors quelles conséquences pour ces voitures? Élément de réponse signé Steve Jourdain. Retour au garage pour des millions d'Allemandes. Le géant automobile Volkswagen prépare un gigantesque rappel de voitures dont les moteurs sont truqués. Pour la seule France, près d'1 million de véhicules seraient ainsi concernés. En ligne de mire, les marques Volkswagen, Seat, Audi ou encore Skoda. En cause, l'installation sur ces véhicules diesel d'un logiciel permettant une sous-évaluation des émissions de CO2. Outre les États-Unis, l'Allemagne ou encore la France, la Grande-Bretagne, la Suède et le Portugal sont également concernés. Chez le constructeur allemand, les têtes continuent de tomber. Après l'ancien patron et le directeur des ventes la semaine dernière, c'est à l'échelon inférieur que les responsabilités sont désormais traquées. Le conseil de surveillance du groupe annonce la mise en place d'une vaste enquête interne. Une douzaine de managers au courant de la manœuvre ont d'ores et déjà été suspendus. Il faut dire que la facture promet d'être salée pour Volkswagen. Outre la perte de confiance des consommateurs dans la marque, des milliers d'actions en responsabilité devraient être engagées dans les prochains jours. Autre chose à présent, inquiétude chez les vapoteurs. Vous ne savez pas ce que c'est, les vapoteurs, ce sont ces fumeurs de cigarettes électroniques. Une enquête menée en 2014 pointerait de nombreuses anomalies, alors que cette cigarette électronique pourrait donc être dangereuse. Est-ce le cas, Betsabé? Alors, 90% des liquides prélevés, près de la totalité des chargeurs seraient non conformes. Sont concernés plus de 1300 produits saisis. C'est le résultat alarmiste donc d'une enquête menée l'année dernière par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Un résultat qui bien sûr a fait frissonner plus d'un vapoteur sur deux depuis hier, mais a tempéré. À quoi se réfère cette non-conformité dont on nous parle? Il s'agit en fait de nombreuses anomalies d'étiquetage, des étiquetages dans la mauvaise langue par exemple, ou signalant des taux de nicotine pas tout à fait exacts. Alors quant aux 6% des produits
produits qui ont été jugés dangereux, donc sont en cause l'absence d'étiquetage quant à un danger ou l'absence de dispositifs de sécurité pour les enfants. Bref, pas forcément d'effets inédits et dramatiques sur la santé. Voilà, il n'en reste pas moins que ce rapport a un effet dramatique pour les professionnels de ce secteur. Exactement, et surtout ça les irrite. Et pas que, il s'agirait même d'une campagne pro-tabac pour certains scientifiques. Interrogé par Science et Avenir, le professeur Bertrand Dautzenberg, il est pneumologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Partie et il réagit vivement. Regardez, il s'agit, dit-il, d'une communication organisée pour couler la cigarette électronique à quelques jours d'un vote parlementaire sur le tabac. 2 octobre à l'Assemblée, 6 octobre au Sénat. Indignation aussi à la Fédération interprofessionnelle de la vape, donc la FIVAP, qui dénonce un langage alarmiste. On l'a vu, un taux extrêmement élevé, 90% des produits testés, etc. Quand bien même, cette fédération et la DGCCRF ont collaboré étroitement pendant 2 ans. Alors la réponse de la DGCCRF qui a fait donc ce rapport, ils n'ont fait qu'utiliser une terminologie simple, ils ne se sont absolument pas prononcés sur l'aspect sanitaire ou sur les risques sur la santé. La faute, ont-ils dit, aux journalistes qui auraient lu le rapport trop rapidement. Merci, Betsabe. Et avant de se quitter pour un nouveau journal, cet événement dans le monde de la mode, le couturier américain Ralph Lauren, qui s'est fait connaître avec ses fameux polos, a décidé de passer la main à la tête de l'empire qu'il a fondé, mais il garde quand même une place de choix au sein de sa marque. Explication, Julia Ganantia. Ralph Lauren tire sa révérence. À bientôt 76 ans, le fondateur éponyme de la marque de mode lâche les rênes opérationnelles du groupe créé il y a 48 ans. Mais Ralph Lauren ne quitte pas pour autant la société. Il va demeurer président exécutif et responsable de la création. En 2014, Ralph Lauren a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards de dollars et un bénéfice net de 702 millions de dollars. En 5 ans, les ventes du groupe ont augmenté de moitié, tout comme le bénéfice net. Mais les derniers résultats financiers ont déçu. Le chiffre d'affaires a baissé de plus de 5% entre avril et juin. La société se décline désormais sous plus de 10 marques différentes et affichait fin 2014 plus de 1000 points de vente dans le monde, dont 466 magasins détenus en propre. Mais désormais, à la tête de l'empire, Steve Larson, un Suédois âgé de 41 ans et qui prendra ses fonctions en novembre. Il était jusqu'ici président de la chaîne d'habillement Old Navy, filiale du groupe Gap. Car Ralph Lauren, qui a longtemps fait cavalier seul, a décidé qu'il était temps de séparer la création du management pour plus d'efficacité. Ce self-made man, qui a grandi dans le Bronx à New York au sein d'une famille juive orthodoxe, est un autodidacte de la mode et a tout appris sur le terrain. Parmi les grandes marques de mode américaines, Ralph Lauren était l'un des derniers fondateurs à continuer à piloter son entreprise. Le créateur à l'allure toujours décontractée laisse désormais à Stephen Larson les clés d'une maison qu'il a construite de toutes pièces. À suivre cette polémique politico-footballistique. On était en dessous de tout, on a joué comme des sénateurs. La petite phrase est signée par le capitaine de l'OM qui a suscité la colère des sénateurs français. Ils estiment travailler dur et font tout pour se défaire de leur image de fainéants. La vérité sur une journée de sénateurs, ce sera après un nouveau journal avec Elsa Mimoun. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous en Afghanistan. C'est une bataille qui s'est engagée pour la reprise de la ville de Kunduz aux mains des talibans. L'armée afghane tente de récupérer cette ville avec l'aide de l'OTAN et donc des Américains. Explication, Steve Jourdain. Les Occidentaux arrivent, ou plutôt reviennent. Sous l'étiquette de l'OTAN, soldats d'élite américains, britanniques et allemands prêteront main forte aux forces afghanes à Kunduz. En attendant, à proximité de l'aéroport, les bombardements américains se poursuivent. Les forces aériennes américaines ont mené des frappes dans la périphérie de Kunduz. L'objectif est d'éliminer la menace qui pèse sur la coalition afghane. La menace dont parle le Pentagone, des talibans qui n'ont fait qu'une bouchée des quelques 7000 soldats de l'armée afghane en poste à Kunduz. L'attaque éclair des djihadistes lundi a donné lieu à une contre-offensive de Kaboul. Mais malgré l'optimisme des autorités et les annonces destinées à rassurer la population, les talibans restent maîtres du terrain.
La situation est sous contrôle. Les forces afghanes ont pris en main certaines zones sensibles. Les opérations de déminage sont en cours. Nous avons repris les postes de police, la prison et d'autres sites importants. Ces derniers jours, Kunduz est à feu et à sang. La situation est terrible, tous les habitants sont épuisés et beaucoup fuient la région. Si les bombardements américains permettent de contenir l'avancée talibane, l'armée afghane attend davantage. Depuis le retrait des forces de l'OTAN en décembre dernier, les soldats étrangers restés sur place sont cantonnés à un rôle de conseil. Avec plus de 60 milliards de dollars dépensés par Washington dans la formation de soldats afghans depuis 2001, la chute de Kunduz fait tâche. Elle ravive le spectre des premières défaites irakiennes, desquelles s'était nourrie l'avancée de l'État islamique. Et puis sachez que les crises migratoires étaient au cœur des discussions des Nations Unies hier. Réunion exceptionnelle sous l'égide de Ban Ki-moon en marge de l'Assemblée générale. Alors que la barre symbolique du demi-million de réfugiés en Europe a été atteinte en 2015, eh bien, une proposition est ressortie du lot, celle de la Hongrie, l'introduction de quotas mondiaux pour la répartition des réfugiés qui ne doivent pas uniquement être, selon ce pays, à la charge de l'Europe. Écoutez le Premier ministre hongrois. Pour être tout à fait clair, l'Europe ne peut pas porter ce poids seule. S'il n'y a pas de contrôle de ces flux, l'Europe sera déstabilisée. De ce fait, je prie le secrétaire général d'initier des négociations afin de partager ce poids à l'échelle internationale. Tous les grands acteurs politiques internationaux devront prendre des migrants dans leur pays dans le cadre du système de quotas mondiaux. Et puis dans un autre style, cette déclaration du candidat à l'investiture républicaine américaine Donald Trump a fondé sa campagne sur des déclarations chocs, notamment sur les clandestins mexicains aux États-Unis. Cette fois, vous allez le voir, il s'en prend aux migrants syriens. Écoutez. Je préviens ces gens qui arrivent ici de Syrie dans le cadre d'une immigration de masse. Si je gagne, ils rentreront, je vous le dis, ils rentreront chez eux. Et alors que le dossier des migrants continue d'agiter, on vient de le voir, la classe politique un peu partout dans le monde, et bien sur le terrain, en Europe, la situation reste toujours très tendue. C'est le cas sur plusieurs frontières, dont celle entre l'Italie et la France. Julia Ganancia. Le face-à-face se poursuit. D'un côté, quelques dizaines de migrants et des membres d'associations de soutien. Au total, moins d'une centaine de personnes. De l'autre, environ 200 membres des forces de l'ordre italiennes. Après l'évacuation du camp de migrants à Vintimille, à la frontière franco-italienne, ces occupants se sont rassemblés sur des rochers au bord de l'eau en menaçant de se jeter à l'eau. Certains y sont allés. Ils ont enlevé là toutes les tentes, tout ce que les gens avaient apporté. Ils ont arrêté ce matin un mineur aussi de 16 ans qui était sur le camp. Et là, justement, sur les rochers, on vient de m'appeler, parce que bon, je les ai appelés. Ils veulent sauter à la mer, ce qui est très dangereux pour eux, parce que ce sont pas forcément, tout le monde ne sait pas vraiment nager. Et ils essaient un peu de maintenir la résistance. Et les no-borders les protègent là d'aller se jeter à l'eau par désespoir. Et voilà, on en a réduit. L'opération d'évacuation a démarré vers 6 h mercredi matin. Présents sur place, des policiers et des carabiniers italiens en tenue anti-émeute ont commencé à retourner les tentes des migrants installés dans ce camp à l'aide de bulldozers. Ils ont également réquisitionné une partie de leurs sacs et de leur stock de nourriture. Le tribunal d'Imperia en Italie a décidé cette évacuation pour occupation illégale du domaine public et vol d'eau et d'électricité. La frontière franco-italienne de bord de mer était totalement bouclée mercredi matin. Tous les points de passage de la frontière entre l'Italie et le département des Alpes-Maritimes font l'objet de contrôles renforcés depuis la mi-juin par la police française. L'Italie a recensé 95 408 personnes arrivées par la mer entre le 1er janvier et le 4 août 2015, soit 4% de plus que pendant la même période en 2014. Et alors que les réfugiés continuent d'affluer vers l'Europe, vous le savez, la France a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre contre le régime de Bachar al-Assad. Ce qui a permis l'ouverture de ce dossier, ce sont 45 000 photos prises par un photographe de la police militaire syrienne. Depuis, il a déserté son pays. Maurice, cet homme s'est fait baptiser César. Oui, il s'est fait baptiser César parce qu'il était membre de la police militaire syrienne, donc
membre du régime. Il ne voulait pas être identifié, donc il s'est fait appeler César. Mais il y a d'autres Césars qui sont encore actifs d'ailleurs en Syrie dans le cadre de transmission d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du régime syrien. Alors César avait emporté avec lui en 2013, vous l'avez dit, 55 000 photographies de cadavres de prisonniers suppliciés dans les geôles du régime syrien entre 2011 et 2013. Écoutez le témoignage de Hassan Chalabi, le responsable de l'exfiltration de ce César-là. Cette situation a duré près de 2 ans, puisque pendant ces 2 années, César photographiait les victimes dans les hôpitaux militaires, 2 hôpitaux militaires, comme cela a été dit, c'est ça, dans les hôpitaux militaires. كانت مهمة سيزار وأمثاله تقتضي بتوثيق مرحلة من مراحل خط إنتاج الموت في بلد سوريا. Le rôle de César était de documenter, de photographier, donc de documenter une étape dans cette opération de la mort organisée par le régime, dans cette chaîne d'actions qui conduisent à la mort. خط يبدأ بالمطالبة بالحرية. La chaîne commence avec la revendication de liberté et qui se termine soit par l'incinération des corps, soit dans des fosses communes. Voilà, alors les 55 000 clichés de César ont été réalisés avec une précision méthodique, 4 à 5 photos par cadavre et en haute résolution. Elles ont été exfiltrées en Occident sur de simples clés USB. Voilà, et c'est sur cette base-là que l'enquête a été ouverte en France. Quelle va être maintenant, Maurice, la suite de la procédure? Alors maintenant, c'est l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre qui a été chargé de mener l'enquête. Il s'agit, dans un premier temps, d'établir si la France est compétente ou pas pour juger les auteurs présumés des crimes dont il est question. Pour cela, ils doivent réussir à déterminer si parmi les 55 000 clichés de César, qui pourraient représenter environ 11 000 victimes, se trouve un Français ou un Franco-Syrien, ce qui n'est pas garanti. Merci Maurice. En France, on parle du mariage du siècle dans le secteur de la distribution. Le groupe Fnac a proposé hier de racheter l'un de ses plus grands concurrents, Darty, pour devenir le tout premier opérateur dans ce secteur dans le pays. Joseph Emmanuel. C'est un coup de tonnerre dans le monde de la distribution. La Fnac veut racheter Darty. En 2012, le distributeur de biens culturels imitait le leader de l'électroménager. La Fnac s'était mise à vendre des aspirateurs. Mais le temps n'est plus à l'imitation, place au rachat pour peut-être devenir le leader de la distribution de produits techniques, culturels et électroménagers en France. La Fnac propose à Darty l'équivalent de 720 millions d'euros. Si l'opération se faisait, c'est en titre qu'elle aurait lieu, pas de versement de cash donc. La Fnac échangerait une de ses actions contre 39 de Darty, ce qu'on appelle une OPE, une offre publique d'échange. Une opération qui représenterait une prime de 27% par rapport au dernier cours de l'action Darty. Son conseil d'administration répond à la Fnac. Le conseil d'administration a examiné cette proposition et a conclu qu'il devrait étudier de plus près les avantages d'un éventuel rapprochement avec la Fnac. Dans un premier temps, il s'agira d'examiner les risques encourus par la réalisation de cette opération afin de déterminer s'il y a une possibilité à ce qu'une offre puisse être recommandée aux actionnaires de Darty. Une longue réponse, prudente, pour une affaire avec un véritable paradoxe. Car si l'opération est largement franco-française, son succès passera par la City de Londres. Cette petite entreprise française, créée en 1957 par Nathan, Marcel et Bernard, 3 frères qui commencent à vendre de l'électroménager à Montreuil, a intégré le groupe britannique Kingfisher en 1993. Beaucoup se posent aujourd'hui une question: quelle est la situation financière des 2 enseignes pour peut-être aller jusqu'à concrétiser cette affaire? La vénérable chaîne culturelle a largement été victime de la crise du disque, mais surtout de la concurrence du géant d'Internet Amazon. Certains voyaient la Fnac déjà morte, mais elle est sortie du rouge et son action n'a cessé de monter. De son côté, le groupe Darty a connu 4 années de déficit, un plan de suppression de 450 postes et la vente de plusieurs filiales à l'étranger. Pour la Fnac, il s'agit donc d'une opération d'envergure. L'enseigne mythique pèse 875 millions d'euros en bourse.
Mais Darty et ses actionnaires vont sans doute chercher à faire monter les enchères. Rien n'est encore décidé, mais une chose semble certaine, l'autorité de la concurrence aura son mot à dire, car le nouvel ensemble pourrait bien devenir, et de loin, le leader du marché. Le mariage franco-français de la décennie inquiète déjà le personnel des deux groupes, mais l'inventeur du contrat de confiance rassure et annonce qu'aucune fermeture de point de vente n'est évoquée à ce stade. On reste en France avec cette polémique politico-footballistique. On était en dessous de tout, on a joué comme des sénateurs. La petite phrase est signée par le capitaine de l'OM qui a suscité la colère des sénateurs français. Ils estiment travailler dur et font tout pour se défaire de leur image de fainéants. Rudy, vous nous rappelez les faits de cet épisode. Tout commence dimanche, donc à l'issue d'une 4e défaite en 8 matchs pour l'OM. C'est compliqué pour un capitaine qui tente donc effectivement de faire réagir ses coéquipiers en zone mixte, hein, là où les journalistes se trouvent. On l'écoute, Steve Mandanda. Bien sûr que c'est triste, bien sûr que dans tout, dans le contenu, dans le résultat, dans l'engagement. On joue, ça fait 2 matchs, on joue comme des sénateurs. Tranquille, et puis on n'avance pas, donc c'est rageant. Ça fait 2 matchs qu'on joue comme des sénateurs. Absolument, donc c'est une sortie qui lui a valu un carton rouge, hein, carrément sur Twitter de la part du sénateur de Lyon, Jean-Baptiste Lemoyne. Regardez, carton rouge à Steve Mandanda avec un petit smiley, un petit sourire quand même. Un sénateur, sa vie à 300 à l'heure entre le terrain et l'hémicycle. Voilà ce qu'il a écrit et il a d'ailleurs récolté quelques tweets de sénateurs endormis en réponse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un groupe de sénateurs offusqués donc par cette sortie, hein, de Steve Mandanda s'en mêle et propose aux footballeurs, à Steve Mandanda, de venir une journée au Sénat pour vivre et constater ce qu'est en réalité un train de sénateur. Voilà, 300 à l'heure. Il a accepté l'invitation ? Non, alors il a décliné l'invitation via sa page Facebook. Voilà, ça s'arrête pas là. Regardez et lisez plutôt. Je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes offusqué. Je tiens à vous rappeler que mon métier de footballeur professionnel ne nécessite pas d'avoir les mêmes qualités que celles d'un sénateur. Mon rôle de capitaine de l'OM m'a fait ressentir que les joueurs réfléchissaient plus en sénateur qu'ils jouaient en footballeur. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette expression. Et puis il finit par un petit tacle amical. Je vais décliner votre invitation, mais je tenais à vous remercier d'avoir pu si rapidement dégager du temps dans votre planning pour la rédaction de votre communiqué ainsi que l'invitation au Sénat. Mais donc ce matin, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette terrible polémique et de décrypter pour vous. Alors déjà, revenons à l'origine de l'expression, hein, Sénat. Sénat, ça vient du latin senex, qui veut dire effectivement vieux, mais qui nous a aussi donné sénile, donc ça commence mal, mais sénex, ça veut aussi dire seigneur. Donc comprenez, dans le mot sénateur, qui existe bien avant, hein, que le Sénat français, c'est le sage qui dit sagesse, dit aussi grand âge, donc qui dit aussi se déplacer un peu lentement, d'où se déplacer à une allure de sénateur. Est-ce que concrètement, Rudy, ces clichés sur le sénateur plutôt âgé, plutôt lent, plutôt feignant est vérifié? Alors là, je me suis plongé dans les chiffres et force est de constater que même si ça s'améliore, si ça se rajeunit, la moyenne d'âge est quand même élevée, 64 ans. Et surtout sur le dernier Sénat, 83 sénateurs ont plus de 70 ans et 7 ont plus de 81 ans. Donc alors après, l'autre cliché, c'est inactif. Inactif, c'est un cliché faux selon les principaux concernés. J'ai pris le cas du sénateur, enfin de l'ex-sénateur désormais, Bernard Firas, qui en 2014 a quitté ses fonctions à 71 ans en se disant justement qu'il n'allait pas vieillir au Sénat. Alors, il avait parlé au JDD quelques jours avant son départ de son quotidien justement à 100 à l'heure. Alors, il parle de très peu de jours de repos et il invite les gens à venir le lundi matin jusqu'au dimanche soir, de vivre avec lui. Il parle d'un rythme soutenu et il parle aussi de nuits passées dans son bureau parce que l'écart entre la fin d'une séance et le début d'une autre est trop court. Je vous propose de l'écouter. Je me suis trouvé bien ici, voilà. Quand il fait beau, donc le matin, 7h, 7h30, là, quand on ne s'est pas couché à 2h ou 3h du matin, parce que c'est des choses qui arrivent un peu plus fréquemment qu'on le pense. On ouvre les portes, beau soleil, vue sur le Sacré-Cœur. Le baume est là pour la journée. Une vie sénatoriale bien remplie. Et sachez que les sénateurs sont aussi débordés. À la fin de la première année du quinquennat de Hollande, députés sénateurs s'étaient déclarés débordés par le nombre de séances. Ils s'étaient déclarés en burn-out et ils ont fait une loi sur le burn-out 20 mois plus tard. Merci Rudy, on a joué comme des sénateurs, c'est un compliment. À suivre, nous le rendrons à Jérusalem où la tension reste vive. Tout de suite, un nouveau journal avec Elsa Mimoun.
retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin encore. La tension reste vive à Jérusalem à l'occasion de la fête juive de Sukkot, durant laquelle des milliers de personnes viennent prier au mur occidental. Eh bien, les forces de sécurité restent en état d'alerte maximum. Alors nous serons sur place dans un instant. Avant cela, le rappel des faits en images signé Maël Benoliel. Ils sont des dizaines de milliers, tous réunis pour la traditionnelle bénédiction des Kohanim. Comme il est de coutume, à l'occasion de la fête de Sukkot, la fête des récoltes, les hommes portant le nom de famille Cohen, en charge du culte à l'époque du règne de Salomon, bénissent le peuple juif devant le mur occidental, seul vestige du dernier temple détruit il y a plus de 2000 ans. Une bénédiction qui prend place cette année dans un contexte particulièrement tendu. Au même moment, dans le quartier arabe, ils sont plusieurs dizaines de Palestiniens à scander « Dieu est grand » en guise de mécontentement. Rapidement, des échauffourées éclatent entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens. Aucun blessé n'est à déplorer, mais 4 Palestiniens sont arrêtés pour avoir troublé l'ordre public. Les jours passent et se ressemblent dans la capitale israélienne et plus particulièrement aux abords de l'esplanade des mosquées, théâtre de nombreuses tensions depuis plusieurs semaines déjà. Un regain de violence qui inquiète la communauté internationale et notamment la Maison-Blanche, qui a appelé toutes les parties plus tôt cette semaine à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute provocation inutile. Et depuis la vieille ville de Jérusalem, on retrouve notre correspondant militaire Maxime Perez. Bonjour, quelle est la situation ce matin ? Eh bien écoutez, pour l'instant la situation est parfaitement calme dans la vieille ville de Jérusalem et aux abords des murailles, même si on attend aux alentours de 14 h cette grande marche de Jérusalem qui vient marquer cette fête juive de Sukkot. C'est un petit peu le temps fort de cette semaine. Des dizaines de milliers d'Israéliens sont attendus. Les devantures de commerce arabe seront en partie fermées dans la vieille ville. Il y aura un imposant déploiement policier. Tout ça pour vous dire qu'évidemment la tension est toujours palpable ici. Et puis il faut aussi souligner que demain, jour de grande prière du vendredi pour les musulmans, eh bien le Hamas a déjà appelé à de grandes manifestations à Jérusalem. Des heurts sont redoutés évidemment par les forces de sécurité. Voilà, un calme fragile donc. Maxime, est-ce qu'on peut dire que le durcissement des mesures à l'encontre des lanceurs de pierres adoptés par le gouvernement israélien la semaine dernière est en train de se montrer efficace ? Écoutez, il est encore un peu trop tôt pour le dire. Même les policiers israéliens sont pour l'instant réservés, même s'ils avancent des chiffres. 200 arrestations depuis un mois menées principalement dans les quartiers est de Jérusalem. Encore une dizaine cette nuit, beaucoup de mineurs. Et puis ces mesures, ces paroles extrêmement dures dites par notamment le ministre de la Sécurité intérieure hier, Gilad Erdan, qui était en visite d'inspection dans la vieille ville de Jérusalem. Il parle de possibles recours à la détention administrative, dont on sait que c'est une mesure contestée, extrêmement dure sur le plan juridique à l'encontre de ces fauteurs de troubles palestiniens. Et puis on parle aussi de mesures encore plus dures qui pourraient consister à expulser pour une période indéterminée ces mêmes fauteurs de troubles en dehors des frontières de Jérusalem. Donc on n'est encore qu'à la première étape avec ces arrestations, mais le gouvernement israélien continue de plancher sur des mesures juridiques extrêmement dissuasives à l'encontre de ces fauteurs de troubles palestiniens. Merci Maxime, depuis la vieille ville de Jérusalem. Et c'est dans ce contexte, dans ce climat tendu, que Mahmoud Abbas, vous le savez, a pris la parole hier aux Nations Unies. La bombe promise par le président palestinien n'a pas explosé, du moins pas encore. Il a annoncé dans son discours, Mathias, la fin des accords d'Oslo, précisant qu'Israël devra désormais assumer ses responsabilités de puissance occupante. Alors Mathias, vous êtes à Ramallah et on tente ce matin avec vous de comprendre concrètement qu'impliquent ces déclarations du président palestinien. Bien Barbara, il avait promis Mahmoud Abbas une bombe à l'encontre d'Israël. Eh bien, il ne s'agit bien plus
d'un carton jaune parce que effectivement, si Mahmoud Abbas déclare l'annulation de ces accords d'Oslo, il n'a pas déclaré comment et surtout dans quelles conditions il compte appliquer l'annulation de ces accords d'Oslo. Il n'a même pas mentionné l'annulation de la coopération sécuritaire avec Israël pour la simple et bonne raison, selon nos informations, il y a eu un appel téléphonique quelques minutes après le discours de Mahmoud Abbas entre les renseignements intérieurs israéliens et les renseignements intérieurs palestiniens. De plus, Mahmoud Abbas ne pourrait décréter de facto l'arrêt de la coopération sécuritaire sans qu'il se voit presque menacé immédiatement par le gouvernement israélien d'un interdit de sortie de territoire. Et donc, ici, du côté des Palestiniens, on ne se fait guère d'idées, guère d'illusions sur la poursuite, sur l'application de l'annulation de ces accords d'Oslo. Et on dit presque, cette phrase, Mahmoud Abbas est aventurier, mais pas téméraire à l'égard d'Israël. Depuis Ramallah, merci Mathias. Toujours est-il que la réponse israélienne à ces déclarations du président palestinien est attendue ce soir. Binyamin Netanyahou prendra la parole, lui aussi à la tribune de l'ONU. Le Premier ministre israélien va-t-il conserver son leitmotiv de l'Iran ou alors aborder d'autres thèmes? À quoi faut-il s'attendre? Élément de réponse signé Cyril Amar. Atterrissage aux aurores ce mercredi pour Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah sur le tarmac de l'aéroport JFK. Jeudi, le Premier ministre israélien prononcera à New York son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Une tribune qu'il connaît bien et du haut de laquelle il met en garde chaque année contre les dangers d'un Iran nucléaire. Quelques mois avant la signature de l'accord historique entre Téhéran et les grandes puissances, Netanyahou, l'inlassable, tentait encore de convaincre. So don't be fooled by Iran's manipulative charm offensive. Ne vous faites pas avoir par l'offensive de charme manipulatrice de l'Iran. Elle n'a qu'un but et un seul seulement, de lever les sanctions et retirer les obstacles sur le chemin de l'Iran jusqu'à la bombe. Un alarmisme qui n'a visiblement pas convaincu la communauté internationale. Mais malgré ce revers, l'Iran devrait être une nouvelle fois au cœur du discours du Premier ministre, comme il l'a laissé entendre avant de s'envoler pour les États-Unis. Tout le monde doit savoir ce que ressentent les citoyens israéliens après l'accord sur le nucléaire iranien. Il doit savoir ce que nous attendons de la communauté internationale au lendemain de cet accord. Autre indiscrétion confiée aux journalistes qui ont fait le déplacement, l'inquiétude d'Israël et des pays sunnites face à l'influence grandissante de Téhéran dans la région. En Syrie, l'Iran est présenté comme faisant partie de la solution. Alors quel est le problème? L'Iran est en train de prendre d'assaut le Moyen-Orient. Je le démontrerai durant mon discours. Binyamin Netanyahou devrait également évoquer la situation en Syrie, alors que l'armée israélienne a riposté la semaine dernière à des tirs de roquettes sur le plateau du Golan. Dans mon discours, j'évoquerai également notre politique sur la Syrie et sur les dangers que ce conflit fait peser sur notre frontière nord. Le Premier ministre israélien devrait enfin évoquer la question palestinienne sous deux angles, le processus de paix au point mort, mais également les échauffourées qui éclatent régulièrement dans la vieille ville de Jérusalem. Je vais parler du processus de paix, de la volonté d'Israël de parvenir à la paix avec les Palestiniens, qui, à mon grand regret, continuent de diffuser des mensonges sur notre politique sur le mont du Temple. Je vais exiger que les Palestiniens cessent leur incitation à la violence. Après son discours, Binyamin Netanyahou s'entretiendra avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi qu'avec le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Et pour tenter de comprendre ce qui nous attend ce soir avec ce discours de Binyamin Netanyahou, on vous retrouve Daniel Haïk à Jérusalem devant la présidence du Conseil, le bureau du Premier ministre israélien. Alors est-ce que, comme l'avait promis Mahmoud Abbas, faut-il s'attendre de la part de Netanyahou, là aussi, à une bombe politique pour ce discours ? Écoutez Barbara, je dirais que Binyamin Netanyahou a déjà amené dans ses bagages à l'ONU une bombe, mais c'était un croquis de bombe, rappelez-vous-en, c'était à l'époque, il y a quelques années de cela, lorsqu'il a voulu traduire le danger du nucléaire iranien, mais cette fois-ci, pas de bombe au programme, en tout cas du côté de Binyamin Netanyahou. On peut dire que quelque part, 24 heures après le discours de Mahmoud Abbas, eh bien, ce discours va faire le jeu du Premier ministre Binyamin Netanyahou, tant sur
sur le plan diplomatique que sur le plan intérieur. Sur le plan diplomatique, cela va lui permettre de montrer que Mahmoud Abbas n'est pas un véritable partenaire et que même s'il avait la possibilité d'initier un rapprochement entre Israël et les Palestiniens, eh bien Mahmoud Abbas n'est pas un partenaire fiable. Un homme qui accuse Israël de tous les maux, comme l'a fait hier Mahmoud Abbas, n'est pas un partenaire possible. Alors donc Binyamin Netanyahou va tout de même tenter peut-être de réitérer son invitation à reprendre les négociations, mais c'est du bout des lèvres et Binyamin Netanyahou le fait aussi parce qu'il sait qu'il n'a pas de possibilité au niveau de la politique intérieure, sur le plan politique intérieur, d'aller trop loin. Et donc, quelque part, là aussi, le discours de Mahmoud Abbas, ce discours incendiaire et très ferme, sert les intérêts politiques intérieurs de Binyamin Netanyahou parce que cela ne l'oblige à prendre aucune démarche véritable pour aller de l'avant et même proposer, par exemple, un règlement concret territorial dans le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est un discours au cours duquel Binyamin Netanyahou répondra surtout à Mahmoud Abbas, mais n'ira pas beaucoup plus loin. Alors, de manière générale, Daniel, est-ce qu'on peut dire que Binyamin Netanyahou, qui était d'ailleurs lui-même ambassadeur d'Israël à l'ONU, est un bon diplomate quand il s'agit de se faire porte-parole de l'État d'Israël ? Oui, effectivement, on peut dire que l'ONU, à défaut d'être un terrain ami ou conquis, c'est un terrain extrêmement connu pour Binyamin Netanyahou, que Binyamin Netanyahou connaît parfaitement, qu'il a su exploiter au cours des dernières années, depuis qu'il est Premier ministre. Effectivement, c'est le terrain qu'il a propulsé vers les summums de l'échiquier politique israélien. Il a été donc ambassadeur des Nations Unies dans la fin des années 80 et ensuite président du Likoud et Premier ministre dès 96, mais Binyamin Netanyahou, on peut dire que la communauté internationale s'est aussi habituée à Binyamin Netanyahou, elle s'est habituée à ces scénarios dramatiques et elle ne s'en offusque plus. Alors, même s'il ne parvient plus à véritablement convaincre auprès de la communauté internationale, eh bien ce discours aura une importance interne, une importance de politique intérieure, parce que d'abord, eh bien, c'est un discours qu'il va prononcer en anglais parfait, qui va séduire bien entendu son électorat du Likoud et l'électorat de droite en général. Et puis c'est un discours qui même d'une certaine manière reconnaît, fait en sorte que l'opposition israélienne reconnaît ses talents d'orateur. Et cela aussi c'est un point important pour Binyamin Netanyahou. Merci beaucoup Daniel Ek, un discours que vous pourrez suivre ce soir en direct sur i24 News. Cette question à présent, à quoi ressemblera Israël dans 20 ans? De nombreuses projections démographiques existent, toutes tablent sur l'explosion de deux minorités, les orthodoxes et la population arabe israélienne. Le détail avec Benjamin Le Souef. Israël est un pays jeune, tant par son âge que par sa population. Depuis sa création en 1948, celle-ci y a plus que décuplé. On compte aujourd'hui en Israël 8,5 millions d'habitants. Jeune aussi puisque près de 30% de la population a moins de 15 ans. Une population qui continue d'augmenter de près de 2% par an. À l'horizon de 2050, le pays devrait compter presque 14 millions d'habitants. Un dynamisme stimulé par une situation économique relativement favorable. En dépit de tout, le conflit a créé une situation relativement stable. Une situation dans laquelle le niveau de vie a beaucoup amélioré et, quoique ça peut paraître un peu un paradoxe, un niveau de vie plus élevé aide à avoir plus d'enfants. Ce qui explique pourquoi en Israël et en Palestine, le taux de natalité est plus élevé par rapport à l'Égypte ou par rapport à la Syrie, au Liban et à d'autres pays de cette région. En théorie, ça devrait être le contraire. Si Israël possède une fécondité exceptionnelle pour un pays développé, le facteur économique n'est pas la seule explication. La société israélienne est considérablement imprégnée par la religion. Les Haredim, la frange ultra-religieuse de la population juive, représentent 10% de la communauté juive en Israël. Le taux de fécondité de cette population est bien plus élevé que la moyenne nationale. 7 enfants par femme pour 2,3 pour les laïcs et les traditionalistes. Avec un tel taux de fécondité, les Haredim pourraient représenter 30% de la population juive en 2050. Un phénomène pourtant à pondérer. Les plus religieux ont plus de poids, quoique
Il existe aussi le phénomène contraire, c'est un phénomène de sécularisation. Donc les religieux ont plus d'enfants, mais une partie de ces enfants devient plus laïque. Et donc en moyenne, l'effet est plus modeste, il existe, il est remarquable, mais il est plus modeste par rapport aux expectatives. Ces projections sont à mettre en perspective en fonction des frontières que l'on envisage. La carte de la région est complexe. Israël dans ses frontières de 67, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, auquel il faudra ajouter la Cisjordanie et la bande de Gaza. De ce point de vue, le côté juif doit se poser un point d'interrogation, car la proportion, le pourcentage de juifs sur le territoire dépend fortement de la délimitation territoriale que nous choisissons. Dans l'espace de l'État d'Israël officiellement reconnu, la population juive représente 80%. Si l'on ajoute la population de la Cisjordanie dans le total de l'État d'Israël, le pourcentage de la population juive s'élève à 60% et 40% d'Arabes palestiniens qui sont citoyens d'Israël ou qui ne le sont pas. Et si l'on ajoute Gaza, la population juive sur le total n'est que d'à peine 50%. Des chiffres régulièrement utilisés comme un outil politique d'un côté comme de l'autre. Mais le démographe garde l'espoir. C'est donc plutôt la cohabitation, la coexistence, l'harmonie des différents qui puissent quand même se comprendre et vivre les uns à côté des autres en pleine tolérance. Le mot tolérance, c'est la clé de tout cet exercice et ce n'est pas facile dans le Moyen-Orient contemporain. Voilà, quand la démographie se mêle à la politique. À suivre, si vous êtes stressé, oubliez le yoga ou la méditation, ouvrez plutôt votre catalogue Ikea. Des phrases à la zénitude assurée, des images édulcorées. Restez avec nous, on vous expliquera comment faire juste après un nouveau journal, un journal qui vous est présenté ce matin par Elsa Mimoun. Sur le plateau du Morning, on parle de cinéma. Après Jérusalem en juillet, c'est au tour de Haïfa justement de faire son cinéma. La 31e édition du Festival international du film a ouvert ses portes. Elle se tient du 26 septembre au 5 octobre. Et parmi les grands noms du cinéma, eh bien, le festival accueille cette année comme président du jury le réalisateur iranien Mohsen Marbalbaf, Daniel Lund et Benjamin Le Souef l'ont rencontré pour nous. Invité d'honneur cette année, le réalisateur iranien Mohsen Marbalbaf. Écrivain, activiste des droits de l'homme, ce cinéaste prolifique appartient à la nouvelle vague du cinéma iranien. Exilé d'Iran depuis 2005, il vit aujourd'hui à Londres. À Haïfa, le voici de retour dans une ville qu'il connaît bien. Il y avait réalisé en 2012 The Gardener, un documentaire sur les jardins Baha'i. Aujourd'hui, il préside le jury de la sélection des films israéliens, un rôle qu'il aborde avec beaucoup de philosophie. Si nous changeons les membres de notre jury, vous aurez un autre palmarès. Pourquoi faire confiance au palmarès et au goût des membres du jury? Faites vos films pour changer le monde. Ne faites pas vos films pour participer à des compétitions, pour avoir des récompenses. Et après, que se passe-t-il ensuite? Rien. Un point de vue que ne partagent pas tous les participants. Également présent au festival, le réalisateur Claude Lanzmann, venu animer plusieurs masterclass, a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Une récompense pour laquelle il ne cache pas sa reconnaissance. J'ai dit, quand j'ai eu la statuette entre les mains, j'ai dit, ça vaut un Oscar. Je n'ai pas dit que ça valait plus. J'ai dit, ça vaut un Oscar. Entre autres highlights du festival, le réalisateur Peter Greenaway viendra présenter son dernier film, Eisenstein à Guanajuato. Le festival de Haïfa organise la projection de nombreux films déjà présentés dans les prestigieux marchés internationaux du cinéma comme Cannes ou Toronto. Il est aussi l'occasion d'offrir une tribune au cinéma israélien. Une opportunité qui remporte un vif succès. Les cinéphiles se pressent, de nombreuses projections sont déjà complètes. Notre but est de permettre aux gens qui aiment le cinéma de voir des films qu'ils ne peuvent pas voir pendant l'année au cinéma. Je pense que seulement 10% des films iront dans les salles.
Fiction, documentaire, animation, mais aussi court-métrage. Après 10 jours intenses, le festival livrera son palmarès et clôturera ses portes le 5 octobre. Maurice, on s'arrête un instant sur ce cinéaste iranien qu'on a vu dans le reportage. Alors disons-le tout de suite, un réalisateur iranien, membre du jury d'un festival israélien, c'est peu commun. Oui, très peu commun. Mohsen Makhbalaf est un des plus grands réalisateurs iraniens. À l'âge de 15 ans, il milite déjà dans les groupes luttant contre le régime du Shah. À 17 ans, il est emprisonné et condamné à mort pour avoir poignardé un policier. Après 5 ans de prison, il est libéré par le nouveau régime des ayatollahs. En 2005, après l'élection du président Ahmadinejad, les choses se gâtent pour lui. Il est contraint de prendre l'exil. Écoutez-le et vous allez comprendre pourquoi ce qu'il dit ne plaît pas toujours au régime islamique. I, as an artist, I try to change something in the culture to make people more friendly to each other, because I believe we were born to be healthy, happy and friend. And politics divided us. Hatred in different religions divided us. You know, a different ethnic group again divided us. That's why I think art could unite us. Voilà, Mohsen Makhbalaf a réalisé plus de 20 films et remporté quelques 50 prix, les plus connus Kandahar et aussi The Gardener, l'histoire d'un jardinier du temple Bahia à Haïfa. On en regarde un extrait. Baba, کات جدی دارم بهتون میگم عدیان از صبح شروع میکنم به خشونت میکشن منم کات بابا شما جوونا صبر ندارین بابا من اینجوری نیستم شما تا این فیلم رو میسازید من میرم شهر ما نیستیم من میخوام ببینم چرا بعضی دینا خشونت میارن بعضی دینا خشونت nemiyaran. سهم دین تو آوردن خشونت به این دنیا چی؟ Alors, son dernier film a été présenté à ce festival de Haïfa, ça s'appelle The President. De quoi s'agit-il? C'est l'histoire d'un dictateur qui dirige son pays d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que son peuple, lui, vit dans la misère. Alors jusqu'à la révolution, du reste, qui met fin à cette dictature, le président devient l'homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils, il tente de rejoindre la mer où un bateau l'attend pour le mettre hors de danger. Déguisés en musiciens de rue, ils se retrouvent tous les deux confrontés à la souffrance et à la haine que le président avait suscité. On regarde la bande-annonce. პრეზიდენტის ადგილსამყოფელი ჩეხოვინებისთვის ჯილდო $1,000,000-მდე გაიზარდა. საიდანღაც მეცნობ. ვინ არიან ჩვენი მტრები? ხალხი, ჯარისკაცები. სულ ყველავინ ჩვენ გარშემო. გასაგებია, ბეგე? მარია მომენატრა თქვენო ბრწყინვალება. თქვენო ბრწყინვალება აღარ გამოსახოთ. Voilà, ça ressemble un peu à l'histoire du Shah en Iran, l'histoire de Saddam Hussein en Irak, mais le pays n'est pas précisé. Alors peut-être qu'il s'agit aussi des ayatollahs. Le président, merci Maurice. Autre invité de marque de ce festival de Haïfa, on l'a vu dans le sujet, c'est Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, est venu recevoir un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière. Écoutez. Vous savez, les histoires de prix, c'est très compliqué. J'en ai eu beaucoup au cours de ma vie. J'ai passé toute ma vie à faire des films uniquement sur Israël et sur les Juifs. Alors donc je trouve, ça me fait plaisir, je trouve ça juste. Je connais Israël, j'aime ce pays, mais je ne suis pas du tout aveugle aux défauts, à ce qui ne marche pas. Et puis je ne suis venu en Allemagne, en Israël pour la première fois,
en 1952. Je suis arrivé par mer jusqu'à Haïfa. Et là, ça a été une découverte très forte, très passionnante en un sens. J'ai connu beaucoup de gens à ce moment-là, des gens célèbres et d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui étaient des gens... Finalement, ils étaient tous des frères, même si on avait eu des vies complètement différentes. Et j'ai rencontré Ben Gourion à ce moment-là. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez venir vivre ici. Enfin, j'ai dit, écoutez, ça viendra peut-être un jour, mais pas maintenant. J'avais pas envie de me mettre à apprendre l'hébreu. Le français était profondément ma langue. Je ne suis jamais venu vivre en Israël, mais j'ai passé tout mon temps à faire des films sur Israël ou sur les Juifs. Donc c'était un prêté pour un rendu ou un rendu pour un prêté. Et je n'ai pas du tout été infidèle à Israël, au contraire. Donc c'est Israël qui m'a conduit au cinéma et c'est le cinéma qui m'a conduit à Israël. Israël est un pays qui vit dans une sorte de guerre civile permanente, pratiquement depuis sa création. Les gens ne sont pas très gentils les uns avec les autres dans ce pays. Ils se détestent beaucoup. C'est une situation de guerre civile. Ils ont tort parce qu'ils ont accompli des grandes choses. Mais je suis beaucoup plus frappé par ce qui unit les Israéliens que par ce qui les divise. Plus par le consensus que le contraire. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Israël est la rédemption de Auschwitz. C'est pas vrai. Il n'y avait pas besoin de 6 millions de morts pour créer Israël. C'est ce que pense Spielberg, mais il a tort. Je l'ai connu depuis... On a parlé de ça, il me donne raison maintenant. Et le dernier plan de Shoah, c'est pas des juifs israéliens qui vont poser des petits cailloux sur la tombe de Schindler. Le dernier plan de Shoah, c'est un train qui roule, sans fin. Il n'y a pas de fin à ça. Voilà pour ce témoignage de Claude Lanzmann. On parle de toute autre chose à présent. Si vous êtes stressé, eh bien oubliez le yoga ou encore la méditation. Ouvrez plutôt votre catalogue Ikea. Et oui, qui n'a pas feuilleté ce livret de plusieurs centaines de pages aux allures de recueil de méditation justement, qui contraste d'ailleurs avec le moment fatidique du montage des meubles à la maison. Betsabé, allez-y. Ah ça, le catalogue Ikea, ça fait rêver, un choix sans limite, des prix alléchants et vous avez même ces petites phrases en digne de Mao, presque. Fort de son succès, le géant suédois se lance en effet dans les formules existentielles, comme dans la salle de bain. Regardez, Ikea écrit de temps en temps, il faut savoir penser à soi. Et pas qu'à soi, des canapés confortables dans son salon, c'est important car, je cite, habiter signifie aussi passer des moments avec ses amis et sa famille. Ah, si Ikea n'était pas là. Alors les enfants, eh bien, ils doivent, je cite, se découvrir eux-mêmes ainsi que le monde qui les entoure. Et c'est là qu'Ikea intervient. Barbara, ce sera plus facile avec les accessoires dont vos enfants ont besoin, explique le catalogue sur Internet. D'ailleurs, les accessoires ne sont plus que des accessoires. Grâce à Ikea, les objets excèdent leur valeur fonctionnelle, comme dans ta salle à manger Ikea, qui donnera à tes invités l'envie de prolonger leur visite et d'apprécier l'ambiance. Et ces arguments spirituels, eh bien, ça marche. Après la Bible et le petit livre rouge, le catalogue Ikea est le 3e ouvrage le plus diffusé au monde. Ça me donne envie, j'adore aller chez Ikea. En tout cas, une fois qu'on a lu le catalogue et qu'on est bien zen,
zen, c'est une bonne chose parce qu'il faut s'armer de zénitude ensuite pour monter les meubles. Exactement. Quand on ouvre le mode d'emploi, en regardant sceptiquement les planches, les petites boîtes et bien sûr ces détestables paquets de vis, clous et autres substituts de tournevis. Il y en a toujours trop, hein, les vis. Oui, et IKEA, ça ne révèle pas le meilleur de nous-mêmes. Regardez. Oh, fuck me. What's this smug little asshole doing? Your eyes are both on one side of your nose. What the fuck is that? What is this? Oh, it's Christmas up in here. Like hell I'm counting all this shit. Real helpful step 1. No. I've made a huge mistake. Fuck me with a cactus and piss on my grave. Where do those screws go? Oh, here they are. Boldly going where no one has gone before. Ah, fuck it, I need a hammer. Mom! Yeah, buddy. I guess this just kind of goes here? Maybe? Please? Oh, now we're cooking with gas. Voilà, alors désolé pour le vocabulaire, mais en fait c'est très difficile de trouver une vidéo de montage IKEA sans quelques gros mots, ou alors la victime est vraiment trop désemparée pour se plaindre. Exemple. I've only put in 2 screws. They took a really long time because this is the tool that I was given to screw them in. And so when you get to the very bottom, you have to like do a little half turn, take it out, redo it, a half turn, take it out. And so I have like little like scratches in my hands now from like pressing this tiny little metal tool. After all that work, I realized I thought this piece was backwards, but no, it wasn't. It was okay. Then my roommate, who's holding the camera right now, alerted me that this is the wrong way. The holes are facing outside when they should be. When they should be. Wow. And it is 12:46 p.m. on a Sunday night. We don't have school tomorrow because it's Labor Day. Voilà, et encore, elle a encore le courage de parler devant une caméra. Moi, en général, je suis à plat ventre, les larmes plein les yeux. Et monter IKEA, c'est difficile, même pour les robots. Et oui, même si le MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, a prouvé que le montage de table était à leur portée. Regardez, on voit 2 robots ici monter une table sans s'arracher même le mode d'emploi des mains. Eh bien, l'homme reste, en tout cas relativement parlant, le seul à savoir monter les autres meubles. IKEA, regardez ces autres robots qui tentent d'assembler les pièces. IKEA, pas forcément valorisant pour les robots non plus. Non, ils n'arrivent pas à trouver le trou. Voilà, bravo IKEA pour nous mettre hors de nous. Même pour les robots. Merci, Betsabe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Portez-vous bien.